bienvenue au podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast animé par moi-même Marco et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. C'est chaud, hein? C'est la Rumble Season! Yes, Pour sir! SummerSlam, c'est chaud. Ben, moi, c'est chaud parce que c'est mon show préféré, le Rumble. Fait que c'est sûr que je trouve ça plus chaud que SummerSlam. On peut être déçu dans Rumble 2025? Je suis jamais déçu des Rumble. Ah, ouais. Ben, Les derniers Rumble, c'était pas. Ben, moi, je suis jamais déçu dans le sens que c'est tant des lutteurs qui arrivent en surprise. Là. Les résultats du match, oui, peut-être, tu peux être Il n'y a déçu plus de ou surprise whatever. comme avant. Là. Non, mais c'est le fait de ne pas savoir qui va arriver. Là, je parle. Là. Pas nécessairement des surprises, genre c'est un nouveau lutteur qui arrive ou c'est un retour, mais dans le sens de pas savoir qui va rentrer à tel numéro. Moi, je trouve ça excitant. C'est ça que j'aime. Moi, je veux être excité cette année. J'espère qu'on va voir des surprises. Juste des. Mettons 4 surprises. Ah ouais, mais c'est dur d'avoir des surprises de nos jours. 4 surprises, puis Jake Roberts qui gagne un Rumble. Mais en même temps qu'il pop up en arrière de moi, c'était malade. Ah, il était là pour eux? Oh, il a pas pire, ouais. Oh. Fait qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, on commence notre Rumble Season avec le Rumble 1991. Tout un show. La 4e édition du Rumble. Oui, en effet. Là, tu voles mes punchs de texte, là, mais c'est correct. Ouais, je sais, c'est pour ça que je l'ai dit. Ok, fuck you. Ouais, ça fait que, bien évidemment, avant de faire le rétro review du Rumble 91, évidemment, on va aller parler du dernier podcast qu'on a fait la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on a fait un aujourd'hui dans l'histoire. Rise War, le 19 janvier 1998. Je suis bon dans les dates. Austin et Tyson qui se confrontent dans le ring avec Vince McMahon, que je pense que s'il avait pu tuer Austin juste avec ses yeux, il l'aurait fait dans ce run-là. Ouais, exactement, pal. Exact. Et à travers la table, évidemment, chaque mardi, live sur YouTube, Twitch et Facebook, 20h30, la lutte moderne. On fait un petit recap des nouvelles, des prédictions, qu'est-ce qui se passe à AEW, TNA, WWE, évidemment, NXT, et des entrevues avec les lutteurs québécois, lutteuses québécoises et plein d'artisans de la lutte. Puis on parle de tout et de rien. Il va y avoir des nouveaux segments qui vont s'ajouter. Cette année, on est peinard, pareil. On ne s'est pas donné de pression. On se met pas de pression cette année. Puis Ouais. moi, j'ai décidé que cette année, je ne m'en mettais pas non plus. Tu sais, à un moment donné, là, impressionner la galerie. Impressionner qui? Épater la galerie, qu'on dit. Impressionner, épater. C'est la même chose. Hein? Mais l'expression, c'est épater la galerie, c'est pas impressionner la galerie. Ouais, puis c'est-tu marqué quelque part, c'est l'expression? C'est-tu dans un livre, ça? Ben oui. De quel livre? Le livre des expressions. Je l'ai commandé sur Amazon, il va arriver dans 2 semaines, je te le montrerai. Hey, d'ailleurs, ce que tu as commandé sur Amazon, tu l'as reçu? Pas sur Temu? Non. Je suis très déçu. T'es pas ému? Non, je suis pas ému cette année non plus. Puis dans Mais combien de ouais, temps? je sais pas, d'après moi, ça devrait être bientôt, mais il est au custom, mais là, c'est ça. D'ici Bref. 48 ans. Ouais. Et pourquoi pas, hein, parler de tant qu'à parler des podcasts qu'on a fait à travers la table, pourquoi parler de celui-là qu'on a fait il y a 2 semaines? Et oui, la biographie du roi des cœurs, du Rocket, du Nugget. Owen Hart, donc évidemment, la légende Owen Hart, le regretté Owen Hart, qu'on adore, qu'on aime de tout cœur. Donc, Owen, on célèbre la vie et la carrière du jeune Owen Hart. Ouais. Puis le prochain podcast la semaine prochaine, on va en parler tantôt. Puis j'ai une surprise pour le podcast la semaine prochaine. J'aime pas les surprises. Ah, mais tu vas attendre à la fin du podcast à voir c'est quoi. Mais avant qu'on commence, il n'y a pas quoi qu'on fait. Ben là, t'as pas le choix. Là. Pas quoi qu'on fait d'habitude, non? Ah, pas encore ça, là. Ben, je pense que oui, moi. De quoi tu parles, là? On est obligé? Eh bien oui! Dans la vraie vie! C'est trop fort? Non, c'est parfait cette fois-ci. On dirait quasiment que c'était arrangé d'avance. Ouais, c'est pour ça que dans la vraie vie, il s'est pas mis rapidement à l'écran, il faisait d'autres choses. Ouais, c'est correct, hein, je vais le prendre. Fait que c'est dans la vraie vie, le segment. Je vais donner un Marco, c'est dans la culture populaire autour d'événements qu'on fait de l'époque, qui est dans Rumble 91, le 19 janvier, pour être précis. Hey, c'est fucké, pareil qu'on fasse le Rumble de 91 le 19 janvier, puis on vient de faire le Raw du 19 janvier 98. C'est fou, hein? C'est tout arrangé, ce qu'on fait. 7 ans plus tard. C'est arrangé. Ben, 7 ans avant qu'on fait aujourd'hui. 7 ans plus tard, la semaine passée. Mais oui.
Bon, pas grave, on va arrêter ça. Chanson numéro 1 en Amérique du Nord. En 91, man. Fuck. Ça doit être un nom de groupe ou un nom de chanteur, chanteuse pas prononçable. Là. C'est très prononçable, je dirais. Ouais, c'est un gars ou c'est une fille? C'est une femme. On va y aller avec Madonna. Et non, c'était Love Will Never Do Without You de Janet Jackson. Hey, écoute, c'est juste Janet Jackson qui est dans le jeu-là. On dirait, hein? Chris, moi, je pense que t'as un faible pour Janet, pis tu vas pas le dire. Là. Mais non, mais c'est la toune. C'est des tunes de Janet Jackson qui sont populaires quand on fait les pay-per-views, que ce que je te dise. Celle ou Mariah. Quoi? Ah, j'ai jamais eu de chanson thème, Mariah Carey, WWE. Pas Mariah, Janet Jackson. Non. Ok. Peut-être AEW éventuellement. Ils prennent des tunes normales d'habitude vers AEW. I'm so excited. Bref, son numéro 1 au Québec. Direct dans le mur, s'il te plaît, cette promotion-là. Goofy. Dans le mur, dans quel mur tu parles? Le mur de Berlin ou ton mur à toi? On s'est rendu dans mon mur, d'après moi, ça s'aidera pas fort. Okay, ton mur à toi, ouais. Une femme. Québec, une femme, ah, table. Ben oui, Québec. On va dire Martine Sinclair. Et non, c'est Diane Tell, la légende de Jimmy. Tu connais ce là? C'est tel que tel. Tel quel, qu'on dit. Non, je connais pas la légende de Jimmy. Ah non? Non. Tu chantes une tune, non? Non, je chanterai rien, pardon. Film numéro 1 au box-office. Ça, tu vas l'avoir. Ça, tu peux. Ben, tu l'auras peut-être pas, mais ça, tu peux l'avoir. Ça doit être une comédie, là. Oui. On est en mois de janvier, fait que. Fait qu'il faut que je sois dans l'hiver, c'est ça? Oui. C'est possible, c'est possible. Comédie d'hiver. Ok, on va y aller avec Slapshot. Non, c'est pas Slapshot. Et non, c'est Home Alone! Le premier. C'est pas une comédie, Home Alone. Mais voyons donc, Colin, tu n'y es su? C'est un drame, si. Mais voyons donc, c'est pas un drame. Si le petit C'est pas gars, une comédie, Home Alone, là. C'est pas un drame non plus. C'est pas une comédie. Mais voyons donc, tu m'y su, toi, c'est pas une comédie. Chris, il y a rien de drôle d'un enfant qui peut se faire tuer par deux voleurs, là. Ben ouais, pis il y a plein de pranks drôles, là, qui pognent les méchants. C'est une comédie, ça, je m'excuse, là. Ben ouais, toi, c'est sûr que si toi, tu prends ça pour un drame, ta vie, si tu chiales tout le temps, avec tu as des drames partout. Et là, tu commenceras pas à exposer ma vie ici, là. J'ai rien dit. J'ai juste dit qu'il y a un petit commentaire. J'ai pas dit que je n'étais pas dit d'autres choses. Un petit commentaire, je pense que tu peux garder pour toi, là. Ok, parfait. Regardez pour moi le prochain coup. Parfait. Pas vrai, moi, dire au podcast. La semaine prochaine, DJ Tells All. Ah, les pastilles? Oui. Ça te tente pas de prendre les meilleures pastilles? Ça te va de me mettre des affaires? Jeux vidéo sorti alentour! Là, il est plus tard, hein, le podcast. Pas, 91. Je sais-tu, moi, 91, j'étais pas né. Ben, j'étais né, mais. Oui, t'étais né. 91, un jeu vidéo, ça doit être Nintendo ou bien Atari. Là. Non, pas Atari. Là. Ok, m'a dire Nintendo. C'est qu'il y avait. J'essaie de me creuser un peu avec les méninges. Nintendo. M'a dire Super Mario 2. Ben, t'étais pas loin, c'est un 2 de quelque chose, mais c'est pas Super Mario. Tekken? Non, Ninja Turtles 2 au NES. C'est tout le temps Ninja Turtles. Là, calme-toi, là, pas tous les fois, là, arrête de faire comme tantôt. Là. Dans le monde du sport, c'est quoi? Dans le monde du sport, au tennis, dans le match le plus long de l'histoire, à 5h11 minutes. C'est long en esti, ça. Boris Becker, c'est l'Open australien. Boris Becker a battu Omar Camporetti de l'Italie en 5h11 minutes. Le match le plus long de l'histoire au tennis. Ça n'a pas été battu, ça? Peut-être, mais ça se peut. Bon, ben c'est pas le match le plus long. Là, tu te donnes des fausses informations. Veux-tu vérifier, toi, le comic d'abord? Oui. Vas-y. Oui. Longest tennis match of all time, OK? Oui, là, tu...
Toi, quand on fait des quiz et que c'est pas la bonne information, tu chiales après le monde, ben c'est ça. Ah, mais moi, c'est plus plausible au moins que ton affaire à toi. Longest tennis Plausible. match. Pas mal Ok, sûr que ben, t'es wrong. ben c'était le plus long match de tennis de l'époque. C'est n'importe quoi. Ah, Tu mais m'as là, dit en erreur, ça compte pas, tu me donnes un point. bah, ça change rien. Tu vas avoir 1 point sur 6 pareil. C'est pas une bonne Tu note. vas perdre, anyway. Tu vas perdre anyway. Mais ouais, ça, c'est. Là, ça dit que le match le plus long, c'est 11h05 minutes. C'est pas vrai. On peut pas croire, le calice, là. Il serait mort, resterait après 11 heures de tennis back and forth. Là, il y a pas me Ah, dire. là, ça dépend. Là. Ben là, Pas assis sur une calice. chaise de patio puis font juste s'échanger. Ben ouais, ben je veux bien croire, mais il faut quand même que tu cours d'un bord puis l'autre du terrain pendant 11 heures. Là. Chris, je marche deux pas puis je t'ai soufflé. Il ne faut pas croire qu'ils font ça pendant 11 heures. Toi, t'es alcoolique, tu bois de la bière. Pas ce podcast-là. Je vois du Gatorade. Il y en a plus. Ouais, j'ai tout fini, c'est ça. Bref, on continue. Ben là, on a presque fini. Dans le WF Magazine du mois de janvier 91, on voit la tronche. Je l'ai, celle-là. Ouais, pour vrai. De Mr. Perfect. Avec en gros les articles aussi sur Dustin Rhodes, le Big Boss Man, le Rumble qu'on va reviewer, Axa Jim Duggan et Macho King Randy Savage. Et ça, c'est dans les alentours de Miami. Dans le journal, il y avait ça. C'est l'affiche pour dire que le Rumble était en ville. Fait que voilà, je trouve ça hot, man. Ouais, c'est toujours intéressant de voir les petits graphiques qui se sont faits. Greffés à l'événement. C'est intéressant, comme le VHS du page per view, comme diraient certaines personnes. Enfin, une personne. Qui dit ça? Mathieu Goyer, Chad Thompson, bébé. Per view? Ben oui, au page per view, tu te rappelles pas dans le temps? Non. En tout cas, c'est la meilleure, celle-là. Hein? Ben, je sais bien, mais c'est pas grave. Fait que voilà, le très beau VHS Rumble 91. Puis comme j'ai dit à Marco tantôt, ben, c'est la version française avec Guilloret et Édouard Carpentier que j'ai. Eh bien oui! Okay, notre ami Santana. Alors, ce qui conclut, dans la vraie vie, merci d'avoir participé. Moi, je l'aime pas, le jeu. Tu dis ça, quand tu as des bonnes réponses, tu dis que tu aimes ça, puis quand tu n'en as pas des bonnes, tu dis que tu n'aimes pas ça. Pas vrai, ça. Comme à ton habitude, dans le fond. Pas le même. Ouais, t'es un Picasso de vérité. Rumble 91, le 4e de ce nom, comme tu as dit tantôt. Merci d'avoir lu mon punch plus tôt. Il a eu lieu le 19 janvier, un samedi, en direct du Miami Arena de Miami à Orlando, en Floride, évidemment. Et l'aréna a été démolie depuis octobre 2008. Puis il y a une cote d'achat de 440 000 foyers qui ont commandé l'événement, le pay-per-view. Une hausse de 180 000 maisons de l'année précédente. Un très bon jump pour la WBF. Ouais. Dans le dernier match de la soirée, on a Jerry Sags et Nasty Boys qui a battu Sam Houston. On commence. Ouais, Houston a un problème, oui, en effet. Ouais. Désolé, le timing n'était pas bon. Ben non, mais on l'a compris, puis c'était quand même pas. C'était pas pire. Je te donnerais un gros 6 sur 10. Et meilleur que Cole Daniel. Ah, ça, c'est sûr. Il n'y a pas grand-chose qui est moins bon que ça. Ouais. Bref, ma première image montrée au pay-per-view, c'est le drapeau américain. Puis ça l'a amené à l'île nationale américain, le Star Spangled Banner, qui joue dans l'aréna. Puis il n'y avait pas de chanteur, c'était juste la version, la track en arrière qui jouait. Puis avec une version enregistrée. Puis après ça, ça a amené au paquet vidéo comme d'ouverture d'habitude avec Vince McMahon qui crie les noms des gars du Rumble de cette année. Toujours le fun quand c'est ça dans l'intro. Puis c'est tant nostalgique là, quand t'entends ça. Vince McMahon crie hey, The Undertaker! C'est tout hot. Fait que, ça va jouer sur l'audio, ce petit bout-là. Okay. Les commentateurs de la soirée sont Gorilla Monsoon et Roddy Piper. Et sans plus tarder, on va pour le match numéro 1. Les Orient Express avec M. Fuji contre les Rockers et l'arbitre du match, Joey Marella. Dans les Orient Express sont Pat Tanaka et Kaito, qui est fait par Paul Diamond. Puis cette équipe-là, Paul Diamond et Pat Tanaka, ont été ensemble à la AWA en tant que Bad Company. Puis ils ont feudé contre leurs ennemis jurés là-bas. C'était qui? Les Rockers! C'est quoi les chances? C'est quoi les chances? On va voir s'il y a une bonne chimie comme dans le temps. On va voir ça. Il y en a Marty qui était sur les cordes. Il faisait bouger la foule alors que Tanaka l'attaquait puis il a fait tomber en bas du ring. Avec un double backdrop sur Michaels. J'ai été remis avec un dropkick sur Kaito, un super kick sur Tanaka et les Rockers avec un slam en duo sur Tanaka ensuite.
Et l'exploitation du ring, alors que les Rockers ont fait un double plongeon suicide sur eux. Un début de match endiablé, pour vrai. C'était vraiment le fun à voir et à regarder. Et Tanaka embarque après et Jannetty, avec un saut de mouton, et Tanaka a couru vers Kato pour une collision avec son partenaire à la Three Stooges. Oh, yeah. Après ça, Michaels a couru dans les cordes avec directement un avant-bras de Tanaka pour un compte de 2. Et après ça, Kato a obtenu le relais. Michaels a évité une attaque, fait un coco bong à ses opposants. Et après ça, Michaels va d'un genou sautant à la Harley Race sur Tanaka pour un compte de 2. On a Kato qui a frappé un coup dans le dos de Michaels pour faire tomber pendant que Sean avait un sleeper sur Tanaka, son partenaire à Kato. Et Michaels est revenu avec des coups de poing sur Tanaka. Ça, Kato est rentré dans le ring alors que Michaels faisait un crossbody. Très bien fait de la part du diffuseur Heartbreak Kid. Ça, les Rockers ont été un double cut atomique qui ont répliqué avec un double dropkick pour envoyer l'Express en bas du ring. Ça, Michaels et Jannetty sont à chacun dans un coin et sautent sur Kato pendant que Tanaka est à l'extérieur pour un très bon pop. Pendant après ça, Michaels a tenté un monkey flip hors du coin, mais Tanaka lui a pris la tête, il a fait un stun gun à Sean pour que l'Express prenne l'avantage. Puis pour vrai, là, à date, dans ce match-là, à part le sleeper que j'ai dit de Shawn Michaels, là, le rythme, là, il est fou pour vrai. C'est vraiment, vraiment bon. Moi, j'avais marqué High Pace Tag Match. Pas toujours crisp, par exemple. Il y a une couple de moves qui sont pas très on point, mais ça n'enlève rien à l'énergie du match puis au désir. Exactement. Vous gérez ici quelques coups avec la canne sur la poitrine de Michaels dans le dos de l'arbitre. Puis on a Tanaka avec un splash sur le dos de Sean qui était contre les cordes. Après ça, l'Express de l'Orient coupe le ring en 2 et c'est Michaels qui en paye le prix. Et après ça, ils suivent ça avec une double line sur Michaels pour un compte de 2. Ils ont attaqué après ça avec une ceinture, la ceinture qu'il y avait autour de l'orteil de judo. Mais Michaels a esquivé, il a couru dans la ceinture, fait que Kato et Tanaka sont rentrés dedans dans un spot qui était pas mal cool. Très bien pensé. C'est ça, j'allais dire, c'était innovateur. Ouais. Et Jannetty a maintenant le tag et c'est puis un très gros pop pour Party Marty. C'est ton cue, parfait. Aucun sens pour vrai, vraiment over les Rockers. Avec raison. Des beaux bonhommes, puis sont bons aussi. Ben, exact. Dans ce combat-là, je te dirais, Marty avait l'air un peu absent. J'ai trouvé qu'il n'était pas toujours réveillé. Je pense que Sean a beaucoup carry ce match-là, pour vrai. Là. Mais ouais, je trouvais Marty un peu. Il tirait un peu de la patte, mais ça paraît pas parce que c'est Rockers quand même, là, mais c'est ça. J'ai trouvé ça. Comeback avec des coups de poing sur les deux gars, un body slam sur les deux ensuite, un saut chassé sur Kato puis sur Tanaka un après l'autre. Il fait vraiment à toi, à moi, à toi, à moi. Et après, power slam sur Kato pour un compte de 2. Éventuellement, les Rockers font un double super kick sur Kato. Et Michaels monte au top, mais Tanaka donne un coup de pied à Marty, ce qui fait tomber Sean en bas du ring. Ça, Kato prend Jannetty par les jambes, il fait le coup de la fronde vers Tanaka qui fait une chop. Puis après ça, il va refaire le coup, mais Michaels frappe Tanaka, puis après ça, il est penché. Après ça, il va frapper Kato d'en face pour qu'il fasse le coup de la fronde à Jannetty, qui fait un sunset flip à Tanaka pendant que Sean tient Kato pour qu'il ne casse pas le pin. Puis le 1, le 2 et le 3, énorme pop de la foule. Et les Rockers remportent le match. Ouais, très, très, très bon match, comme tu as dit, high pace. Crise de finish. Ouais, très, très beau finish. 19 minutes 45, là, un gros match d'opener, mais tu sais, en même temps, s'il y a bien les gars qui pouvaient faire ça, c'était eux autres. Puis c'est un match que je ne serais pas gêné de montrer quand même aujourd'hui à notre époque. Oui, mais on parlait l'autre jour d'Owen Hart contre Bret Hart à WrestleMania 10 que c'est un match qui ne serait pas dépaysé aujourd'hui. C'est la même affaire pour ça. Oui, c'est vrai. C'est le même genre de match. Puis en plus, Tag Team Specialist dans ce temps-là. Fait que aujourd'hui, tu n'en as plus beaucoup des matchs Tag Team, à part AEW, que c'est une autre sorte de match, mais c'est un high pace, c'est la lutte moderne. Mais pour vrai, pour la lutte de l'époque, c'était vraiment ça coche. Tu te souviens-tu on a fait ce finish-là, nous autres, dans nos matchs? Avec Momoni. Momoni puis Dave. Wow. On n'a pas choisi, mettons, c'était pas Tanaka puis Kato, mettons. Là. Non, exact. Ouais. Puis non, pour vrai, j'adorais la fin du match. J'adorais la fin du match. J'adorais le match au complet. Mais le finish rend ça encore meilleur. Puis c'est pour vrai, encore là, je viens de parler d'Owen contre Bret Hart qui était à WrestleMania 10, qui était l'opener. Ça aussi, c'est l'opener du show.
Puis ces deux matchs-là, c'est dans le shortlist des meilleurs openers d'histoire de la WBA là, ever. Fait que, de la lutte en général, je vais dire même. Fait que, pour vrai, avoir absolument, je vous conseille ce match-là. Il est disponible sur YouTube, évidemment, puis sur le network, sur Netflix, pardon. Exact. T'as-tu donné une note pour ce combat-là? J'ai des notes pour tous les matchs de pay-per-view. OK, je vais juste être sûr que... C'est les Raw puis les main events que je fais pas de notes de match. Parfait. J'ai donné à ce combat-là. Tu commences? Tu veux y aller? Ah, vas-y. OK. J'ai donné à ce match-là 4,15 sur 5. OK. J'ai donné à ce match-là 3 et 3/4 sur 5. OK. 3 et 3/4, c'est ça. Ouais. Sur 5, donc non, c'était vraiment, 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 vraiment bon. Il y a une couple d'affaires qui m'ont gossé, qui m'ont empêché de donner un 4, là, mais... En partant, toi, tu as dit un couple qui ça avait l'air un peu rough par bout, fait que c'est sûrement ça qui a fait que ta note était plus basse que ça, puis Jannetty, je trouve que c'était pas sa meilleure performance. OK. Peut-être qu'il était pas sur un bon lendemain, une bonne veille, on va dire ça de même. Ouais, en effet. Et après ça, les Rockers vont affronter Haku et le Barbarian à WrestleMania 7 dans une cause gagnante. Par contre, après cette victoire, ils vont commencer à avoir des problèmes par la suite dans les prochains mois, ce qui va mener évidemment au turn connu de tout le monde, le turn de Sean sur Marty au Barbershop de Brutus Beefcake à la fin de l'année 91. Et pour le Rent Express, ils vont teamer ensemble jusqu'à temps que Tanaka quitte la WF en février 92. Et après ça, Keto va rester un petit peu de temps encore en Keto. Mais éventuellement, il va prendre la place de Conan, qui est censé faire Max Moon par la suite, par la fin de l'année. Wow. Ouais. Interview time avec Sean Mooney et Macho King Randy Savage dans le backstage de ce dernier. Savage dit qu'il voulait une chance au titre de la WF contre le gagnant du match de Warrior puis de Sergeant Slaughter. Puis il a dit que c'était un done deal avec Slaughter, que c'était pas arrivé s'il était pour gagner le championnat. Mais que Savage dit que la reine Sherry allait y parvenir à faire convaincre le Warrior, évidemment, d'aller de faire la même affaire, de rendre la même faveur au Macho King. Et après ça, la reine Sherry était sur la scène, elle le prenait avec. Tu veux enlever ça, le son? Avec Mean Okerlund! Ah! Un petit Funko Pop de Mean Gene. Ouais, c'était écœurant. Wow! Ouais. Ben, en fond, c'est Mean Gene, mais ça pourrait pratiquement être Howard Finkel aussi. Là. Ouais, c'est vrai, ça ressemble pas mal. Ouais, pour vrai. Fait que voilà, il est sur le podium avec Sherry. Puis cette dernière, elle lui dit qu'elle était là pour lancer un défi au guerrier ultime. Et Sherry a prétendu que si, comme je disais tantôt, que si Slaughter gagnait le championnat, il pourrait donner un combat de championnat à Macho King plus tard. Puis Sherry a appelé le Warrior, il a dit au Warrior d'accepter le défi de Macho King, tout en affirmant qu'elle ne pensait pas que le Warrior accepterait parce qu'il n'y aurait pas les couilles de le faire. Et là, la musique du Ultimate Warrior joue dans l'aréna alors que le champion de la WF se dirige vers la scène de l'entrevue. Et Sherry a demandé à Warrior s'il gardait le titre de la WBF, va-t-il donner une chance au roi Macho? Et le guerrier ultime ne dit rien. Et Sherry a commencé à flirter avec lui en ouvrant sa veste, en touchant ses cheveux, puis elle se demandait quand ça serait de toucher sa poitrine, alors que c'est ça qu'elle fait. Et je me suis toujours demandé ce que ça était d'embrasser un gars en moustache. J'avais essayé. Il avait l'air gêné ou un peu confus, Warrior. Ben, il a toujours l'air un peu confus, mais il a l'air gêné quasiment. Je trouve qu'il actait bien dans cette entrevue. Quand il parle pas, des fois, il est bon. Ouais. Et Sherry a dit que le Warrior avait une chevelure très merveilleuse. C'est vrai, ça, par exemple. Ce qui n'est pas faux. C'est vraiment vrai, ça. Ouais. Sherry a demandé au Warrior s'il était honorable, courageux, s'il donnerait au Macho King une chance au titre si le Warrior gardait la ceinture. Puis Sherry a même donné un petit bec à Warrior ses lèvres. Puis le Warrior fait genre. Puis il fait un petit smile, c'est fucking drôle. Ouais. Et après ça, Sherry a même été s'agenouiller devant le Warrior en position suggestive. Puis la foule a fait un genre de pop. Wow! Comme c'était pour faire ça devant tout le monde, tu sais. Mais pour vrai, excellente promo puis performance de Sherry là-dessus. C'était bon. Ouais. Vraiment, tu sais, oui, tu as tout ce qui est subjectif à la relation ou au sexe ou peu importe, là, mais tu sais, pour vrai, elle a mené cette promo-là de main de maître, pour vrai. Ouais. Puis après ça, Warrior, il la regarde, il crache à terre, puis après il la regarde, fait non! C'était malade. Tout! Ouais. Puis quand il voit ça dans le vestiaire, Macho Man pète un plomb, puis oh mon estier! Après ça, il court dans le corridor, puis après ça, tu vois qu'il court dans le corridor, puis il va dans la foule, il rentre dans le ring, il ressort, puis il s'en va sur le podium avec Sherry. Puis non, pour vrai, c'était vraiment un bon segment, puis
Sherry a fait pratiquement la job tout seul parce que Warrior parlait pas, là, à part le nom à la fin, même s'il il faisait du bon acting facial puis dans ses gestes. Là. Mais c'est elle qui a tout fait la job pratiquement tout seul. Puis vraiment un bon segment. Puis évidemment, Macho King, gageons qu'il n'a pas dit son dernier mot, puis il va vouloir la revanche sur le Warrior à suivre. Ben moi, je trouve ça intelligent que tu donnes toute la place à la personne qui est capable de parler, puis que tu minimalises un peu le gars qui a un petit. Tu sais, oui, Warrior, il était charismatique, mais c'était pas nécessairement voulu dans un sens. Là. Fait que je trouve ça bien quand tu doses bien les promos pour que. Intelligemment pour que ça sorte de cette façon-là. En même temps, la promo est faite pour que est pas faite pour que le Warrior parle vraiment. Non, c'est aussi, fait pour que Sherry qui essaie de le flirter avec lui pour qu'elle donne ce qu'elle veut. Là. Ouais. Mais non, pour Ça vrai, donne bien. ouais, une très bonne promo qui met la table pour tantôt, évidemment. Ouais. Déjà dans le ring, on a Bobby the Brain Heenan et le Barbarian pour le match numéro 2. Le Barbarian, évidemment, Bobby the Brain Heenan contre le Big Boss Man, la bataille avec des beaux chapeaux. Bossman en face, là, c'est comme genre l'agent de sécurité sympathique d'un centre d'achat avec son café. Paul Blart Mall Cup. Ouais, il est pareil. C'est cœur. Ouais, en effet. Et l'arbitre du match, un de tes préférés, Mike Kiki Kyoda. Yes, Kiki! Lui, là, j'aimerais ça le rencontrer, Kiki. Ben, il était là, on l'a vu à Philadelphie, mais je peux pas aller le voir. C'est vrai, il était là au WrestleMania. Tu voulais JR, là, j'étais comme, non, je paierais pas pour un arbitre. Là. Non, mais tu peux aller voir le monde puis juste serrer la main et dire bonjour. Ouais, mais l'expérience de rentrer, prochaine fois, ça va. Ouais, faut le faire une fois pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Exact. Et la storyline, dans le fond, avec Eden, dans le fond, c'est pas vraiment Barbarian puis Bossman, c'est plus entre Bobby Heenan puis Bossman. Ouais. Parce que Heenan a fait des remarques sur la mère du Bossman à plusieurs reprises, dont le Bossman veut passer à travers la famille au complet, la famille Heenan, pour se rendre à Bobby lui-même. Puis il a battu à couve il n'y a pas longtemps. Fait que là, il est rendu à l'autre échelon de l'échelle, si on veut. Il va affronter le Barbarian. Un gars qu'on a rencontré. Oui, L'année passée. Oui, qui était très bon dans le ring encore à son âge. Ouais. Ça, c'est fucké, hein? Quand on fait un rétro review, là, puis qu'on a rencontré les gars l'année passée, ça, pour vrai, ça n'a pas de prix. C'est malade. Là. Ouais, c'est le fun. C'est toujours le fun. Et parlant de Barbarian, il donne des coups de poing pour commencer le match. Le Bossman revient avec une botte au visage, suivi d'un coup de coude qui envoie le Barbarian hors du ring. Et après ça, Bossman prend les devants sur le barbare et il crache sur Heenan en dehors du ring. Et après ça, Barbarian reprend le contrôle avec une suplex suivie d'une corde à linge. Et ça reste à l'avantage du Barbarian pour quelques moments. Quand le Bossman est en bas, Heenan lui donne un coup de pied dans les côtes puis il se pousse après comme un chicken shit. Et après ça, le barbare avec un backbreaker sur le Bossman pour un compte de 2. Et après ça, le Barbarian avec un câlin d'ours pendant qu'on voit le Bossman coller le spot à l'oreille du Barbarian pour qu'est-ce qui s'en vient dans le match. Le Bossman s'est libéré, mais ensuite Barbarian a pris un coup de poing à la gorge. Et le barbare est revenu avec un autre bear hug, encore une fois, pendant à peu près une minute. Mais le Bossman s'est libéré avec des coups de tête et des morsures au visage. Le barbare, il se fait barbarer sur lui. Les filles vont tomber à vos clous. Bossman a une ziguerie sur la tête du barbare. Et les deux gars, après ça, étaient à terre pour le compte de 10. Et c'est le Bossman s'est réveillé en premier, ce qui a mené à un compte de 2 quand il a mis son bras sur le Barbarian. Bossman rate une charge dans le coin et le Barbarian a tenu un roll-up pour un compte de 2. Et le Bossman est revenu avec un stun gun pour 2 parce que le Barbarian a mis son bras sur la corde pour empêcher le compte de 3. Et après ça, le barbare est monté en haut, il a frappé une corde à linge pour 2 parce que le pied du Bossman était sur la corde, pareil comme le vôtre avec son bras il n'y a pas longtemps, mais avec la jambe de cette fois-ci. Tu vois, c'est bon parce qu'ils font des callbacks sur ce que l'autre a fait il n'y a pas longtemps. Fait que t'es capable de le faire, mais je suis capable de le faire. Fait que, c'est comme une histoire qui se suit puis qu'ils se connaissent. Là, ouais, exactement. Puis tu sais, les deux, c'est pas des gars que tu vas penser à des matchs classiques quand tu vas tu vas penser à ces deux gars-là, là, mais il est solide pour ce qu'il fait dans la ring, ces gars-là. Là. Ouais, mais Bossman, moi, j'ai toujours trouvé qu'il était sous-estimé dans son in-ring work, là, mais je l'ai dit souvent, là, mais je l'avais mis dans mes notes pour ce combat-là. Ben, en fait, j'ai marqué les deux bonhommes sont impressionnants dans ce combat, puis Bossman très sous-estimé en tant qu'in-work, in-ring work. Ouais. Et le Bossman a envoyé Barbarian dans les cordes, il a réussi le Bossman Slam, mais il a été rattrapé sur son cover pour vendre la fatigue du match. Puis aussi pour que le Barbarian se place plus proche des cordes pour encore mettre son pied pour briser un pin à 2. Le barbare avec un marteau pilon
où il a sauté pour le rendre plus dévastateur, mais ça l'a rendu aussi pire parce que la tête de Bossman était loin du tapis. Donc, il n'a pas été super beau là-dessus. Mais tu vois, j'ai louangé de 2 minutes, puis là, d'un coup, après ça, T'as donné les fleurs, puis là, tu lances le pot. Ouais, c'est ça. Commence pas. Non, Warren non, est monté au top. Il a fait une croix de corps, mais le Bossman a renversé en pin lui-même pour le 1, le 2 et le 3. Le Bossman réussit à battre le Barbarian. 14 minutes 15 le combat. Des gros moves, des gros bonhommes, des bons walkers. La seule petite affaire, c'est que c'était peut-être un petit peu trop long. J'aurais peut-être coté ça à genre 9-10 minutes à la place de 14. Là. Je pense qu'on aurait gagné un petit peu plus à couper du temps dans ce combat-là. Qu'est-ce qu'il y a? Je ris parce que dans mon affaire, le match était bon, mais peut-être un petit peu long. Tu vois, on Ouais. connaît quand même ça, dans le sens qu'on. C'est ça. Ouais. Ouais, mais c'est vrai, pareil. Puis, c'était pas mauvais. Là. C'était bon. C'est juste que c'était un petit peu trop long. Ben oui. Note du match. Donné à ce match-là, 2,5 sur 5. Ah, j'ai donné 2 et 3 quarts sur 5. On n'était pas loin. OK. Pas loin. J'aime ça, les matchs de même. C'est des matchs un peu sous-estimés. Ouais, solide. Et le Bossman a fait sa tournée contre la famille Heenan à WrestleMania 7 contre M. Perfect pour le championnat intercontinental dans un combat qu'il va gagner, mais par disqualification, donc il n'est pas le nouveau champion. Il va aller à WrestleMania en plus, c'est le fun. Il va aller en rivalité avec le Monty ensuite. Pour le Barbarian, il va commencer une équipe avec Aku, un autre membre de la famille Heenan, sans rien vraiment gagner, puis il va quitter la WF en début de 92. Après ça, on a un interview time avec Sean Mooney, le général Adnan et le sergent Slaughter. Puis Slaughter a souvent sorti la mâchoire, là, comme il fait tout le temps le gros menton par en avant. Là. Puis il a appelé le Warrior de vomissement ultime à plusieurs reprises. Il nous a promis qu'on verrait des troubles comme on n'aurait jamais vu avant s'il gagne la ceinture. Puis il a dit qu'il était intègre et que c'était quelqu'un que les gens pouvaient respecter. Puis Slaughter a dit Ultimate Puke, qu'il était les excuses qu'il va de l'histoire ancienne après ce soir en faisant ses petites grimaces avec son menton. He's gonna puke. The Ultimate Puke. Interview time avec Michel O'Cullen et l'Ultimate Warrior. Et le Warrior a dit qu'il ne recevrait pas d'ordre de Slaughter et qu'il prenait seulement les ordres des guerriers. Et Warrior dit que les gens qui ont suivi Slaughter qui suivent le Slaughter sont des fous et que ces guerriers ne suivraient jamais Slaughter et qu'il ne serait le vainqueur ultime. Donc, on est prêt. Match numéro 3. Sergent Slaughter, le général Adnan contre le Ultimate Warrior pour le championnat de l'WBF, évidemment détenu par le Warrior lui-même. Et l'arbitre du match, Earl Hebner. J'avais bien aimé l'entrevue d'avant-match. Je sais pas pourquoi, là, j'avais noté ça que. Warrior ou Slaughter, tu penses? Ben, les deux entrevues, en fait, Ouais. là, que ça m'avait mis dedans, puis je trouvais que. Je sais pas. J'aime ça, c'est ce genre d'entrevue-là. Peut-être pas pour chaque combat, mais des combats importants de faire ça avant, puis de s'en aller au match après. Je trouve que ça pomme par la maison un peu, puis OK, là, c'est là que ça se passe. Là. Ça a rendu le match important aussi, encore plus. Là. Exact. Ouais, c'est le fun. Dans son entrée, le Warrior a reçu un énorme pop de la foule, puis il a couru vers le ring, puis il a eu une attaque de drapeau de double équipe des autres pour leur faire une double line en même temps. Et après ça, il a fait sortir les deux gars du ring et déchiré le drapeau irakien, ce qui a fait éclater la foule. Et après ça, Anan est parti en arrière. Warrior est agressif dès le début en ramassant Slaughter avec le bâton du drapeau, puis en mettant une partie du drapeau dans la bouche de Slaughter. Ça doit pas être le fun. Et le Warrior a envoyé Slaughter dans le coussin du coin. Il l'a étouffé avec une partie du drapeau. Et pendant ce temps, la sensationnelle reine Sherry est descendue au bord du ring pour regarder le match. Parce qu'évidemment, Slaughter avait promis le match au King, un combat de championnat s'il gagnait la ceinture ce soir. Ce que le Warrior n'a pas fait. Warrior a couru les cordes et Sherry a attrapé son pied. Et pour ça, il a poursuivi Sherry jusqu'à l'allée. Et le match au King s'est pointé pour frapper le Warrior avec un punch volant out of nowhere. Pour vrai, quand tu le mets, évidemment, je l'avais déjà vu le show, fait que je me rappelais, là, mais si mettons, tu l'avais vu le show là, tu vas faire le saut en esti quand tu vas voir l'autre arriver quasiment en Superman dans la face de l'autre. Ouais, c'était carré pour eux. Ça, il a attrapé un morceau d'éclairage, puis il a pris avec dans le dos, puis il est parti en courant. Évidemment, l'arbitre, Hebner n'a rien vu parce qu'il parlait avec Slaughter dans le ring, qui l'a distrait. Et après ça, l'arbitre comptait Warrior, mais Slaughter a arrêté l'arbitre parce qu'il sait très bien que s'il fait un contact extérieur,
pas gagner la ceinture parce qu'évidemment, c'est les comptes à l'extérieur et les disqualifications. Le champion reste le même, malheureusement, ou heureusement, dépendant qui vous êtes, le champion ou l'aspirant. Et quand le Warrior s'approche du ring, Slaughter l'a envoyé dans le ring, il l'a fait travailler avec des coups de pied dans les côtes. Ça fait une corde à linge ensemble pour un double down. Et après, avec une prise de lutte, le sergent, il va avec un camel clutch. Mais malheureusement, trop proche des cordes, fait que les pieds du Warrior dépassent. Ça signifie qu'il va faire lâcher la prise avant qu'il puisse la faire pour de vrai. Et après ça, évidemment, le Warrior fait sa routine de power-up en secouant la corde, puis avec un coup de poing au visage, pour corde à linge et le coup de bélier en sautant des cordes. Et après ça, Sherry a de nouveau couru vers le ring, cette fois avec le sceptre à la main. Et Sherry était sur le tablier, le Warrior a laissé Slaughter partir et a rentré dans Sherry dans le ring de force. Après ça, le Warrior a pris Sherry, l'a mis sur sa tête en press slam, puis il l'a pitché sur Macho King qui arrivait à l'extérieur du ring sur lui, dans un très beau spot. Puis une chance que Macho King, il jouait au baseball avant parce qu'il a bien attrapé Sherry. Exact. Il s'est mis sous la balle. Exactement. Il dit allez, c'est à moi celle-là. Et après ça, Slaughter, un jour dans le dos du guerrier, c'est qu'il l'a placé sur le milieu de la corde, à la merci du Macho Man. Et Slaughter était avec Hebner parce que Hebner l'a réprimandé. Puis Savage en profite avec un coup de sceptre à la tête, super stiff. Puis il a cassé le sceptre, là, vraiment, sur la tête de l'autre. C'était fucking. n'a pas l'air à faire du bien, pantoute. Et après ça, il est parti. La bête ne l'a jamais vu. Fait que Savage se dirigeait vers l'arrière. Slaughter avec une descente du coude. 1, 2 et 3. On a un nouveau champion de la WBF, le sergent Slaughter. Les commentateurs étaient choqués par ce qui s'est passé pendant que les fans scandaient bullshit en réponse à ce qui vient d'arriver. Et ça, puis, vraiment, c'est vraiment un choc là, pour vrai, parce que le Warrior, là, il était quasiment imbattable. Là. Fait que, pour qu'un gars, ben, évidemment, ça avait juste arrivé avec le coup de cep, ça a aidé. Là. Mais pour qu'un gars le batte clean 1, 2, 3, c'était un big deal à l'époque, là, pour vrai. Là. Mais pourquoi à l'époque, ils ont décidé de faire ce changement-là? Y avait-tu des problèmes avec Warrior? Ben non, c'est parce qu'il y a l'affaire, c'est pendant la guerre de l'Irak, fait qu'il voulait que. Capitaliser là-dessus. Là. Ben, parce qu'il voulait qu'Hogan gagne la belt et qu'il fasse le héros conquérant. C'est pour ça. WrestleMania 8. Là. Ouais. Non, 7. 7, ouais. Puis en même temps, je suis content qu'il l'ait fait d'un certain point parce qu'on a eu, avec ça, on a eu Warrior contre Macho Man dans le match de retraite. Fait que c'est bon. Là. Ouais, c'est un très bon compromis, je trouve. Là. Ouais. Ben, pour l'époque, c'est bon, mais pour vrai, à Star, moi, des affaires de pays, puis de guerre, de drapeaux. Ouais, ouais, je comprends. Là, c'est que j'ai ça. C'est d'époque, malheureusement. Mais oui, je comprends. Tu sais, WWE sont très pro-américains puis pro-nation. Fait que c'est. Bref, ça gosse un peu. Ouais. Et après ça, Warrior a quitté le ring et est allé courir dans les coulisses à la poursuite de Sherry et de Savage. Pendant que l'annonce officielle était faite dans l'arène, le gagnant de ce match est le nouveau champion de la Fédération mondiale de lutte, le sergent Slaughter. Et Gorilla et Roddy s'en ont plein aux commentaires. Pendant que Slaughter célèbre sa victoire avec le gérant Adnan par la suite. Puis évidemment, très grosse hit pour ça. La foule était en tabarnak. Puis ça apparu dans le broadcast. Sinon, le match. Moi, j'ai marqué les promos, je t'avais dit. Macho Man qui plante avec la lumière. Divertissant, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons tout le temps. Ouais. C'est pas les deux gars qui me gardent le plus réveillé. Là. J'aime beaucoup Warrior pour son énergie, mais après 10 minutes, Warrior, pour moi, ça commence à être long. À part peut-être quelques matchs, là, mettons les matchs contre Savage, Rude et Hogan. Là. Ouais. Mais 12 minutes 47, là, c'est pas. Puis, par contre, je vais donner un gros plus pour la storyline puis le shocking moment aussi, là, dans le sens que ça fait du sens et c'est très nice. J'ai marqué un commentaire, je sais pas, mais je me souviens pas pourquoi j'ai marqué ça. J'ai marqué les bottes du Warrior qui dépassent, c'est évident. Le camel clutch, je pense. Ah oui, c'est ça. Ça devait être ça. Ouais, ça qui touche le. Je vois pas quoi d'autre, là. Le gars critique les bottes des autres à cette heure. Ah, ben oui, ils sont sortis de ses bottes, évidemment. On sait tout, hein. Wow! Tu sais, quand ça fait longtemps que tu as fait le show et que tu marques une botte, là. Ouais, c'est ça qui arrive. Ouais. Le combat était correct sans plus, mais ce qui est vraiment aidé, c'est évidemment, l'angle était bon, puis la foule aussi était dedans. Fait que
C'est ça la force d'une foule. Quand c'est impliqué dans un match, ça peut paraître un match moins bon, comme un 4-star match, c'est pour vrai. Fait que Ouais. c'est le fun. Puis même si le match n'était pas très bon, mais au moins la foule l'a gardé tout le temps en haleine. Fait que c'était bon. J'ai dans ce match-là, 2,5 sur 5. OK. J'ai donné 2. Fait que 2 sur 5. OK. Et comme on a parlé tantôt, évidemment, Slaughter va affronter Hogan à WrestleMania 7 quand il va évidemment perdre le titre contre le Hulkster. Pour le Royal Match au King, encore comme on vient de dire tantôt, ça va les mener à mener dans un match de retraite, de match de carrière, que Macho King a perdu, que Warrior a gagné. Puis bien sûr, après le match, Sherry va attaquer Macho King jusqu'à temps qu'Elizabeth vienne à l'aide de Macho Man. Puis les deux vont se réunir dans un des plus beaux et meilleurs moments de l'histoire de WrestleMania. Facile. Et Ben, ça, c'est un show qu'on a fait. le meilleur moment, probablement le meilleur moment qui n'est pas un match. Là. Ouais, c'est C'est après le match, là, mais c'est pas. tellement fort, Elisabeth puis Ah, c'est Macho bon. Man, que Ben oui. c'est vraiment tough. Puis comme je disais tantôt, ben oui, vous pouvez aller le voir. On a fait le review de ce pay-per-view-là, WrestleMania 7. Exactement. Enfin, voilà, c'est conclu qu'est-ce qui est arrivé avec Warrior Slaughter après le match. Yes. Une pub diffusée de WrestleMania 7 à Los Angeles. Il faisait la publicité pour le LA Memorial Coliseum, mais ça a été déplacé au LA Sports Arena. Puis évidemment, ben, ça n'a pas été fait. La rumeur, c'est qu'ils disaient attends, c'est parce que le Slaughter a des menaces de mort, qu'ils ont mis ça dans une autre place pour qu'il soit menacé. Yeah, right. Ben, tu sais, si ça aurait vraiment été ça, il aurait fait le match pantoute, là. Il aurait pas dit, ben, à ce place-là, tu vas des threats, mais à l'autre bord du monde, tu vas être correct. Personne va t'écœurer là-bas. Mais c'est pas ça, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que les ventes de billets n'étaient pas aussi bonnes qu'ils pensaient. Fait qu'ils ont mis ça dans une arena plus petite pour que ça soit sold out comparativement à des. C'est fou, hein? Pareil, comment chaque promotion peut passer par des moments comme ça puis remonter à la pente après. On espère tous le meilleur pour AEW. Je savais que ça avait un petit un back-ended compliment de même à AEW. Pas grave, regardez pour toi tes commentaires. Match numéro 4, Coco Beware avec Frankie contre le Mountie avec Jimmy Hart. Je t'ai dit qu'il n'y avait pas de thumbnail. Ben, c'est pas grave, j'ai mis ça. Non, c'est correct. J'ai vu que tu avais mis ça. Arbitre du match, Joey Marella. Salut, Joey. Salut, Joey. Il y a eu un peu de stalling du Mountie au début, puis Coco, après ça, l'a frappé avec un drop kick et le Mountie est tombé à l'extérieur du ring. Coco l'a travaillé avec une prise de bras, mais Mountie a ensuite repris le momentum avec un backdrop par-dessus la troisième corde jusqu'au sol. Et après ça, Hart a donné au Mountie l'aiguillon de la bétail, le genre de shock stick. Puis Hart a distrait l'arbitre, puis Mountie a attaqué Coco avec le bâton pour le mettre à terre. Après ça, l'affaire vraiment cool que j'ai ri en crise, c'est Jimmy Hart, il va voir, il est à côté du perroquet Frankie, puis il dit il niaise à cause que l'autre est dans le trouble. Là. L'autre, il arrête de se snake un perroquet. C'est malade. Wow, c'est fou, raide, ça. Ouais. Après ça, le gendarme a enfoncé la tête de Coco dans le coussin du coin à plusieurs reprises, suivi d'un coup de coude arrière en sautant, de toute beauté. Et Beware, après ça, a effectué un bref retour avec un sunset flip pour 2, mais le Mountie l'a garoché en bas du ring ensuite. Lorsqu'il est devenu dans le ring, Coco, il a réussi à bloquer une tentative de pile driver, mais Mountie l'a continué l'attaque avec un coup de pied dans les côtes. Et Beware revenait avec un neck breaker, un coup de tête, un coup d'avant-bras en sautant. Et après ça, il suit avec un slam, il monte au top. Et Coco monte en haut pour un dropkick missile. Puis, je ne vais pas être méchant, là, mais son missile dropkick, là, oui, il frappe le gars avec ses deux pieds, mais il est obligé de tomber sur ses pieds comme si c'était un move dégueulasse. Qui ça? Coco Beware, son missile dropkick de la 3, là, c'est pas un beau missile dropkick. On dirait un missile dropkick d'un gars qui a pas le goût de le faire et qui a peur du bump, mettons. Là. Ouais, mais. Parce qu'il c'est comme s'il faisait genre du skateboard dans la face de l'autre puis il tombait sur ses pieds. En tout cas, vous allez le voir là, si vous regardez le match, vous allez comprendre ce que je veux dire, là, mais son missile dropkick, le gars, il le fait, puis il va prendre un bump sur le ventre du top rope, mais lui, il fait juste. C'est comme s'il faisait du basic dans les airs, mettons. Là. Ouais, puis tu sais, pour vrai, quand tu maîtrises pas un mot puis tu le fais, puis c'est pas beau, ça paraît tellement plus. Puis le dropkick, ça paraît un mot super facile, mais un dropkick, il y a quand même moi, je pourrais dire ça, il y a comme une finition artistique. Il faut que ça soit beau, que ça soit en chandelle, que ça soit. Que toi, oui, c'est toi qui fais le dropkick, mais il faut que tu le pognes en bonne place, puis il faut que tu retombes aussi d'une belle façon. Il y a comme tout un art au dropkick que c'est soit super dégueulasse ou soit vraiment beau. Fait que Coco Beware va aller dans la première catégorie. Ouais. Malheureusement.
Et après ça, il fait après ça, il est tiré par Jimmy Hart sur le bord du ring. Fait qu'il ne peut pas capitaliser pour faire le compte de 3 après le dropkick. Ce Coco avec un crossbody pour un autre compte de 2. Et après ça, Monty surprend Coco avec un genre de chokeslam en slam pour gagner le combat. Un finish bizarre, mais ça a fait la job pour le Monty qui remporte le match contre Coco Beware ce soir, Rumble 91. Ouais, ben tu sais, moi, tu sais, je retiens pas grand-chose de ce combat-là, à part que Jacques est toujours aussi divertissant puis le fun à regarder lutter. Puis ça allait vite pour Coco Beware. Je pense que Jacques a étourdi Coco Beware littéralement dans ce combat-là. Ça allait trop vite. Là. Jacques est vraiment supérieur à Beware dans un ring. Fait que, C'était pretty much un match pour un match là, pour builder le Monty et tout. Mais ouais, c'est ça. quand le highlight du match, c'est Jimmy Hart qui parle d'un perroquet, c'est ça. Exact. Et tu donné combien à ce match-là, toi? J'ai donné 1 et 1 quart. 1 et 1 quart, ok. J'ai donné 2 sur 5. Ah, quand même. Ouais, mais c'était pas mauvais, là. C'est juste que. Non. C'est ça. Ouais, c'était ça. Ouais. Et le Monty va commencer un push avec une rivalité avec le Big Boss Man. Ça va même ensuite gagner le championnat intercontinental en début de 92 contre Bret Hart dans un house show à Springfield, si je ne me trompe pas. Et Coco Beware va faire rire avec Owen Hart après, à la fin de l'année, pour s'appeler High Energy. Il va quitter la WF en 94. Je trouve ça cool quand nos podcasts se suivent un peu dans les histoires. Qu'on a parlé de quelque chose, puis qu'on le retrouve dans le podcast d'après, puis on ne fait pas exprès en plus, c'est ça le point. Non. C'est un hasard total. Ouais, c'est vraiment bien fait. Ouais. Interview time avec Sean Mooney, Queen Sherry, le Macho King, Randy Savage. Et Macho a dit qu'il était le plus grand de tous les temps, que Warrior a dû s'engager à faire de Macho le number one contender. Alors maintenant, il s'en va pour Slaughter. Après ça, il y a des bruits forts dans le corridor, puis il y a le gars qui tape dans la porte. Puis là, ils font Oh shit, il est là, il veut nous casser la gueule. Fait qu'il sauve de l'autre bord de la pièce. Fait que, évidemment, le Warrior est encore aux trousses du duo Savage et Sherry. Et sur l'autre côté, interview timing Joe Cullen, le général Adnan et le sénateur Slaughter. Et Slaughter a dit qu'il c'est lui qui donnait des ordres maintenant. Et il a dit que pendant que d'autres s'alignaient avec l'Ultimate Puke, il creusait et il prendrait ce qu'il voulait, tout comme remporter le championnat de WBF. Après ça, il a prétendu en disant qu'il allait vaincre quelqu'un qui le ferait tout en se vantant d'être le nouveau champion de la WBF. Après ça, Anna le criait dans une langue étrangère pour célébrer. Il est marqué Holly Shikibi Paka. Ouais, en effet, ouais. Ce qui veut dire. Reste-tu des tourtières dans le frigidaire? C'est encore bizarre à faire un Rumble 91, mais ça se peut. Après l'intervention de Monsoon et de Piper, ils ont montré des entrevues avec des partisans. Pardon, ils livrant des messages aux troupes en disant qu'ils espéraient que les troupes rentraient saines et saufs au pays. Évidemment, ils étaient en la guerre contre l'Irak, évidemment, à l'époque. Fait que, voilà. Puis après ça, dans un de mes moments que j'adore à tous les Rumble, quand il y en a, là, on a les fameuses promos d'avant Rumble où les participants nous disent pourquoi ils vont gagner le combat. Et on commence avec Genesnick Roberts. Il dit que 30 lutteurs croient être prêts pour le Rumble match, mais il y a seulement un seul serpent qui sait absolument ce qu'il a à faire. Et j'ai vu beaucoup de gens en sueur, pas moi. Je suis fait de glace, de l'eau glacée qui coule dans mes veines. Éric Martel, je vais me tailler un chemin dans les 29 autres superstars, comme un chirurgien, pour me rendre à toi. Et après ça, on a Earthquake et Jimmy Hart. Earthquake dit qu'il sait qu'il y en a beaucoup qui vont aller tout droit sur lui, mais qu'il est prêt. Amène-toi Undertaker, amène-toi Monsieur Perfect, amène-toi Hogan, puis Tugboat, puis Hogan, j'ai de quoi de spécial juste pour toi ce soir. Après ça, on a Greg Gamer Valentine. Il dit qu'il va y avoir à l'œil 29 autres superstars, mais c'est pas grave, c'est dans son allée. Et le marteau va tomber sur les 29 autres superstars, comme pour finir l'entrevue, dit-il. La tornade du Texas, Kerry Von Erich. Il dit que 30 des meilleurs lutteurs s'affrontent pour savoir qui est le numéro 1. Mais quand les nuages deviennent sombres et que la tornade arrive et touche au sol, il n'y aura qu'un seul gagnant et vous le regardez en ce moment. Et lui, là, pas moi. Là. OK. Ouais. Legion of Doom est next. Et Hawk dit que si la vie est comme des montagnes russes, ben, tu ne veux pas faire ça, tu ne veux pas être sur notre manège à nous autres. Il y en a d'autres qui dit que c'est chacun pour soi. Et il regarde Hawk et lui dit que les choses peuvent arriver qui ne sont jamais passées avant, en faisant référence à se battre un contre l'autre dans le ring. Puis, répond Hawk, comment dire, oh, what a rush.
Moi, c'est pas ça que j'aurais répondu. Quoi? J'aurais répondu d'autres choses. Bon. Non, Undertaker. mais. Quoi? Attends. J'aurais Ouais. répondu d'autres choses à la place de Hawk. Octois? Non? Je sais pas. Il y a un nom là-dedans, je sais pas. Well. Ouais. Ben, Water Rush, la même chose. T'es plate. Ben là, au pire, dis-le, toi, si tu sais que tu veux le dire. Là, Mais non, mais je je prendrai pas pensais la parole. Là. que. Ah, c'est Ben ouais, correct, mais c'est là, bon. j'ai pas pensé, là, ça arrive. Là. En tout cas, gars. On va essayer de marquer dans mon texte prochain coup. Parfait. Undertaker avec Brother Love. Love, il dit qu'il y a 29 trous ont été creusés et qu'Undertaker va tous les enterrer. La seule chose qu'ils vont pouvoir faire demain est de reposer en paix. Puis l'homme d'outre-tombe. Puis c'est drôle parce qu'il n'avait pas maîtrisé vraiment le Rest in Peace. Fait que c'est comme sa voix normale, genre de biker qui dit Rest in Peace. C'est fucké un peu. C'est vrai. Mais ça faisait pas longtemps qu'il était là, Taker. Ah, en effet. Axel Jim Duggan maintenant. Oh! Il dit qu'il va gagner en restant dans un coin, puis quand il y en a un qui va s'approcher de lui, il va le knocker en bas du ring, tough guy. T'aurais pu passer avec ça Jim Duggan, je pense qu'on aurait pu s'en passer. Eh non, c'est pas grave. Après ça, on a Zach Patterson, je veux dire Rick DeModel Martel. Mais non, mais pour vrai, là, quand tu le regardes, là, Rick Martel, Non, là, zéro. non. Hey, tu me niaises-tu, toi, là? Il ressemble pas en tout à Rick Martel, là. Ben, voyons donc, tu me niaises, voyons. OK, on va faire un side-by-side, on va te prouver ça maintenant, tu vas faire, Puis, tu voyons sais, donc. rien contre Zach, là, mais il est loin d'Eric Martel, là. Non, je sais pas qu'il a la même face, mais c'est genre le même genre de body puis le même genre de facial. En tout cas, tu vois, je te montrerai maintenant. Battle War, tu montres. On va essayer. Ah, ben, tu Euh, vas me l'avoir déjà montré, c'est vrai. Sûrement, ouais. Il dit que sa devise, c'est pas ce que tu fais, mais de quoi tu as l'air en le faisant. Il nous montre sa pose plastique double biceps. Très bien fait. Il dit aussi qu'il n'a pas oublié Jake Roberts, c'est que la seule façon que les choses regardent, tu as besoin non, et que de la façon que les choses regardent, tu as besoin de direction. Ça veut faire plaisir de le diriger par-dessus la troisième corde. Et c'est moi, le gagnant du Royal Rumble, avant de faire d'autres poses plastiques. Après ça, le British Bulldog, il dit qu'il y a 29 autres personnes dans le ring. Il est bien content d'être un Bulldog. Voilà. Ben le fun. Bobby the Brain et Monsieur Perfect. Ensuite, 29 hommes vont être couchés au sol et un seul homme va être debout et devenir c'est qui, dit Bobby. Et Perfect dit que c'est lui qui a un avantage sur tous les autres lutteurs et que c'est lui le meilleur athlète que la WF a jamais produit et que c'est lui qui va gagner le Royal Rumble et tout ça parfaitement. Ça va pas arriver, ça. Tugboat est le prochain à s'exprimer. Et chacun pour soi, et le tugboat va sauter dans le tas, dit-il. Et si le Hulkster, si ça tombe juste sur moi puis toi, ben. Tu. Faudrait quand il dit ça. Fait que voilà. Et il y en a d'autres, là, mais. Non, il n'y en a Ah pas ouais, d'autres, ben mais. oui. Ah non, mais c'est le fun, ça. C'est le barrage de promo. C'est toujours le fun. Ben, c'est le fun quand c'est eux autres qui le font. Hein. Ben, c'est le fun. Au pire, t'en feras d'autres. On alternera un moment donné, puis tu auras été chill. Moi, je le ferais pas, ça. Je vais le mettre ça quelque Ton micro, là, c'est pas une lanterne. C'est pas une lampe de poche pour t'allumer, là. En devant ta bouche. Tu m'entends-tu, là? Ouais. Ou fait comme Sébastien dans Anthropos avec la femme de Simon Legros. Là. Ouais, j'ai dit. Tu viens-tu? Ben oui, mais ça n'a pas sa place, ça. Ben, ton micro, tu le tiens à la même place que lui, fait que tu pourrais le faire. Des rouleuses. Après l'intervention de Monsoon et de Piper, pendant tout de Virgil, on a le match, on va avoir une interview time avec Sean Mooney, Virgil et le $1 Million Man Ted DiBiase. Jobber. DiBiase dit que les gens se demandent pourquoi Virgil fait tout ce que DiBiase veut qu'il fasse. Il nous rappelait que l'argent de Ted est la raison pour laquelle Virgil fait tout ce qu'il dit. Il termine en disant que le lien de sang est moins fort que celui entre lui et son argent. Évidemment, là, il fait son rire par la suite. Tatoué. Parfait. Non, mais je voulais laisser un moment de silence. Pause dramatique. Ok, parfait. Ah On va oui. savoir le prochain coup. Match numéro 5. Dusty et Dustin Rhodes contre Ted DiBiase et Virgil. Et l'arbitre du match, Freddy Sparta. C'est son vrai nom, je ne sais pas. Okay. Évidemment, la storyline entre les quatre, c'est DiBiase qui est en rivalité avec Dusty Rhodes. À SummerSlam, au mois d'août, il avait acheté Saphir, qui était évidemment le manager de Dusty Rhodes. Puis il l'avait acheté avec des cadeaux, puis de l'argent. Puis
des beaux manteaux de Vison, puis Vison, Bison? Disons, mais moi aussi, Ouais. si tu m'achètes un manteau de bison, on va être avec toi, là. Une ring. Ouais, pas prendre plus que ça quand même. Ouais, fait que, ouais, il dit, non, c'est ça. Ouais, puis évidemment, après ça, il y a eu un match de Science Main Event, c'était Dusty contre Macho King, je pense. Puis il y avait Dustin Rhodes était dans la foule, première rangée, puis DiBiase avait acheté le siège du gars à côté. Puis après ça, il avait attaqué évidemment Dustin Rhodes pendant cette affaire-là. Fait que ça a fait que ça a buildé pour le match entre Dusty et les quatre, dans le fond. Puis il y avait un match J'ai aussi. écouté sur Twitch, ça, ce match-là, à un moment donné, je Ouais, pense. un petit peu. Puis il y avait un match aussi, c'était Dustin Rhodes contre DiBiase dans un combat qu'il fallait qu'il dure 10 minutes. Puis il avait duré 10 minutes contre DiBiase, puis non, il était en crise. Puis, pendant que ces affaires-là avec Dusty Rhodes et Dustin, ben, DiBiase est de plus en plus bossy avec Virgil. Là. Il fait masser ses pieds, il fait faire des massages, il fait ramasser de la crotte sur ses pieds quand ils vont se promener à la ferme. Puis, là, il commence à montrer vraiment Virgil qui fait des faces genre bon, tabarnak, c'est Chris. Fait que Moi, je voilà, trouve ça qu'on a build. un peu la même relation que DiBiase et Virgil. Tu devrais Non, commencer à me faire des massages de pieds, je pense. on va te cracher dessus bien avant, je pense. Ben, ça serait pas désagréable. Arc! Et le match a commencé avec Dusty et Dustin qui envoyaient DiBiase et son garde du corps l'un dans l'autre pour dégager le ring. Et après ça, Dustin, avec une corde à linge, et aussi un saut chassé sur Virgil qui menace qu'il quitte le ring. Et DiBiase a dit à Virgil de retourner là-bas pour continuer à se battre. Comme j'ai dit, il était un peu bossé. Fait qu'il a dit ouais, vas-y, toi. Moi, c'est ta job à toi de les battre, pas moi. Et Dustin le sort avec une line après qui a envoyé Virgil par-dessus la troisième câble. Puis DiBiase va continuer à engueuler Virgil parce qu'il trouvait embarrassant. Puis DiBiase dit moi y aller, moi faire ta job, je suis capable. Puis aussitôt qu'il arrive dans le ring, il domine Dustin, fait que c'est malade. Genre, moi je suis capable avec un coup de Ah genou dans le oui, ventre. facile. Ouais. Corde à Bien. linge et coup de poing s'en suivent. Après ça, les Rhodes ont ramassé DiBiase avec des coups de répétés pour l'envoyer hors du ring. Après ça, DiBiase avec une prise de sommeil à Ted, mais Virgil l'a brisé. Et après ça, Dustin a avec un drop kick pour 2. Et Dustin a chargé Virgil dans le coin. Virgil a bougé et Dustin a rentré dans le coussin du coin avec le genou gauche. Alors Virgil a frappé la jambe du jeune Rhodes. Et l'équipe de Ted et Virgil travaille la jambe de Dustin pendant quelques minutes. Éventuellement, Virgil a frappé DiBiase par accident, pendant que Piper au commentaire adorait ça. Et DiBiase était fâché parce qu'il a punché son bodyguard, puis il l'a lancé en bas du ring. Et après ça, Dusty a tenu le hot tag, il a donné une coupe de coups de poing sur DiBiase, un corner splash dans le coin, et qui réussit. Et le deuxième coup, DiBiase s'est tassé, fait un roll-up of death pour le compte de 3 sur Dusty. Et la victoire pour DiBiase sur les Rhodes. Et là, ça ne se termine pas là, malheureusement, mesdames et messieurs. Parce qu'après le match, DiBiase avait le micro à la main pendant que les partisans se regardaient le nom de Virgil. Et DiBiase a dit que tout le monde a un prix pour le $1 Million Man et que personne ne le fait suer sans payer le prix. En parlant des Rhodes. Et DiBiase a dit que ce soir, Rhodes et son gamin Punk en ont payé le prix. Et il y avait plusieurs chances de Virgil alors que DiBiase traitait Virgil d'idiot. DiBiase a dit de mettre le titre de $1 million autour de sa taille maintenant. Tandis que DiBiase a dit que à la foule que l'argent est plus fort que tout. Par ça, Virgil a amené le titre $1 Million Man, $1 Million Championship dans le ring en le regardant dans ses mains. Là, comme, Ouais. puis pendant que Piper dit tu vas-tu prendre cet abus-là toute ta vie? Voyons donc, sois un homme, merci. Puis évidemment, après ça, Virgil embarque dans le ring. Puis il voulait que Virgil le frappe DiBiase, mais il met un genou à terre. Non, il met la belt à terre. Puis il fait non, toi tu vas pogner, tu vas t'en mettre toi-même ta propre ceinture. Puis DiBiase, quand le micro des mains, il commence à dire faut que je te rappelle que tu fais ça pour ta mère. Puis là, il fait l'autre, il fait genre, il met sa tête dans ses mains, il fait mon tabarnak. Puis il dit ramasse sa ceinture, puis donne-moi-la, mets-la autour de ma taille. Puis là, après ça, Virgil, il met un genou à terre, puis bon, il fait fuck, il s'en va pour donner la belt, puis DiBiase. Tout le monde a un prix. Puis, aussitôt qu'il se retourne, Virgil le frappe dans la face avec la belt. Puis la foule capote. Puis il y a un pop. Ah, ouais. C'est quasiment un pop comme si Hogan gagnait la belt, mettons. Là. Ah, ouais, c'était. C'est fou, là. Son plus gros moment de sa carrière, c'est là, dans ce moment-là. Puis c'est ça qui l'a mis relevant pendant au moins 2 ans par après. Là. Ouais, c'est fou pareil. Hein? Puis, je dirais relevant jusqu'à la fin de sa vie. Là, ouais, parce mais qu'il comme utilisait quoi, beaucoup DiBiase. Là.
comme quoi que la storyline était bien buildée. Là. Comme quoi Ouais. ça a été fort le duo des DiBiase Virgil, malgré que tout le monde va dire ah oui, c'est des tactiques un peu racistes, c'est un servant puis tout. Mais tu sais, pour vrai, même s'il avait été blanc, il aurait pu faire ce chose-là. C'est juste que là, Ouais. ça prenait une autre ampleur. Mais tu sais, ça a tellement été. Moi, pour vrai, je l'ai souvent dit, puis on avait fait la biographie de Virgil. On a fait Non, de Virgil, ouais. DiBiase, là. DiBiase, ouais, pourquoi j'ai dit Ouais. Virgil? Ouais. Puis, tu sais, je l'ai dit là, que Virgil, oui, c'était le servant de DiBiase, mais pour moi, Virgil est super important au personnage de Ted DiBiase. Là. Sans Virgil, je pense que DiBiase n'a pas la même saveur pour son personnage. Là. Non, c'est un A, un B, là. Il y a comme pas le choix Ouais, d'un va pas sans l'autre, là. Puis exact. après ça, le Piper était content aux commentaires, évidemment. Puis Virgil a quitté la foule, le ring, sous les applaudissements de la foule de Miami. Ouais. Puis sinon, le combat est ordinaire, là. Rien pour rien Ouais. écrire à Ça sa plate pas mère, mal. Là. mais l'angle était excellent. Fait que ça a aidé, là. Pas aidé pour le match parce que c'est après, là, mais ça a aidé pour le segment au complet. Puis fait que j'ai donné ce match-là 2 sur 5. J'ai donné 1,5 sur 5. Ouais. Puis, moi, j'ai marqué les Rhodes, c'était malaisant quand ils tontaient à full, on dirait. Genre, je sais pas, j'étais pas. Je les ai trouvés malaisants un peu en équipe dans ce match-là, dans cette formule-là, peut-être. Là. OK. Je sais qu'à WCW, ils avaient déjà teamé ensemble, puis je sais pas si c'était mieux. Mais moi, personnellement, à part Goldust, je trouve que les Rhodes sont mieux en heel. À cette époque-là. À l'époque, OK. tu sais, aujourd'hui, tu mettrais Rhodes, c'est sûr qu'il est face parce que c'est une légende puis que le monde Ouais. l'apprécie, mais moi, je trouve que les Rhodes, en tant que tels, c'est des heels. Puis j'ai inclus Cody là-dedans. Non, mais Well, ça, je l'ai dit. non, sans niaiser, là, moi, j'ai toujours, pour vrai, là, sans, joke apart, là, genre, sans niaiser, j'ai toujours dit que Cody Rhodes, puis là, je parle dans le temps qu'il était champion intercontinental, que c'était un des meilleurs heels qu'on pouvait monter pour être un futur main eventer. T'sais, oui, il fait une bonne job en face pour vendre tout, il peut faire la paperasse à la John Cena puis tout, mais pour vrai, c'est un heel, Cody Rhodes. Puis les Rhodes, c'est des heels. Je m'excuse, mais c'est des heels. Moi, je trouve pas. Mais toi, on sait bien, tu vois tout le monde babyface, puis tout le Pas monde du- est amis, on fait des hugs, tu sais. Non, pas tout, mais je vois pas Cody Rhodes comme un. Il est bon en heel, je dis pas qu'il est pas bon en heel, mais je le vois pas comme genre number one heel puis qui est meilleur que Babyface de beaucoup, là. Toi, à force de penser que tout le monde est face, tu vas finir avec plein d'amis comme Sébastien Laramie. T'as pas besoin de ça dans ta vie. Là. Laissez-le tranquille, là, il n'y a pas à boire là-dedans. Et DiBiase et Virgil vont partir en guerre avec plusieurs matchs à leur affiche. Un contre l'autre à WrestleMania 7, à SummerSlam, et aussi des combats par pour Survivor Series et This Tuesday in Texas. Oh yes. Puis si je check ça. Ah non, on a juste fait. On a fait 2 là-dessus sur les 4. Fait que c'est pas pire. Ah ben, pareil. Ouais. Ah non, on a fait SummerSlam, quand on l'a fait avec Macho. Ouais, on l'a fait, fait qu'il manque juste Ouais, Survivor le tour. Series. Mais Pour c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il demande Survivor Series. On l'avait déjà fait, mais on ne s'avait pas enregistré ou une affaire de même, je me rappelle. lequel? Survivor Series 91 avec Taker qui gagne la belle contre Hogan? Hogan. Là. Ah ouais. On était moi, toi, Alfredo, puis Dave pour cela, puis il est arrivé de quoi, puis il n'a pas marché ou je sais pas trop. Ah, peut-être un jour, ou peut-être pas. Peut-être. C'était la fin de presque 2 ans de Dusty au sein de la WBF. Après 2 ans, je veux dire. Là. Pendant que Dawson, lui, partait aussi avec lui à la NWA WCW, évidemment. Puis après ça, Dawson est revenu à la WBF environ 4 ans plus tard, totalement différent, sous le nom de Goldust, évidemment. Yes. Interview time avec Major Curlin et Hulk Hogan. Et Hogan fait une promo enthousiaste sur sa victoire au Royal Rumble qui s'en vient. Et Hogan a mentionné que le Slaughter avait fait quelque chose au drapeau. Alors Hogan a parlé de Slaughter et de la fin de son règne en tant que champion en comparant ça au règne de Saddam Hussein au Koweït. Puis, en fait, c'est pas vraiment lui, c'est plus Mean Gene qui a dit que c'était Saddam Hussein parce qu'il Hogan a fait Saddam Hussein, Saddam Hussein, Koweït, brother. Et puis, en fait, cette façon de dire au public, sans le vouloir, que la direction pour WrestleMania 7, c'était vraiment Warrior, Ah pas oui. Warrior, mais Hogan contre Slaughter, si ça n'avait pas fait Ouais. connecter les points. Oh! Match numéro 6! Le Royal Rumble match. Mhm. Numéro 1, le participant numéro 1, Bret Hitman Hart.
C'est l'année où commençait sa carrière en simple, en tant que babyface, pretty much. Là. Yes. Ouais. C'est une bonne occasion de le mettre en valeur pour ce match-là. Le numéro 2 est nul autre que Dino Bravo. Oh! Ah ouais, dis-nous! Ah ouais, Dino. Brett a presque éliminé Bravo dès le début, mais il a réussi à tenir le coup. Et le numéro 3 est Greg the Hammer Valentine. Yes! Qui a l'air de votre grand-mère. Oh oui. ma tante Lise. Qui était autrefois évidemment un associé de Jimmy Hart. Fait qu'évidemment, Jimmy Hart était avec Dino Bravo. Fait que, il y a un petit regard entre les deux, évidemment. Ouais. Et Valentine a éliminé Bravo justement assez facilement. Et Jimmy Hart était énervé alors que la Hammer a fait tomber du tablier du ring avec un punch. C'est Brett a essayé d'éliminer Valentine alors que le numéro 4 fait son arrivée et c'est Paul Roma. Et la foule devient deux morte. gars qu'on va rencontrer back-to-back. Ouais, une non-couple dans ce match-là qu'on va voir. Après ça, le Brett qui s'est mis Valentine pendant qu'il faisait son entrée, maintenant Paul Roma. Pas d'amis, seulement des ennemis, répètent sans cesse les commentateurs. Le numéro 5, le Texas Tornado, et qui fait son coup de poing tornade au marteau. Et après ça, le numéro 6, c'est Rick Martel. Wow! Ce qui est beau. Ouais. Et lui et Romo ont travaillé ensemble sur Hart, puis Romo a ramassé Martel avec une corde à linge au grand plaisir de Piper. Le numéro 7 est Saba Simba, qui évidemment, vous connaissez mieux sous le nom de Tony Atlas, évidemment. Un gars qu'on a vu il n'y a pas longtemps aussi. Ici, boy. Tornado a mis la griffe de fer, le Iron Claw, sur Roma dans le coin, pendant que le participant numéro 8 est le Bushwhacker Butch, qui fait le tour du ring en faisant la danse des Bushwhackers, que vous connaissez tous. Et Simba a réussi à mettre Nala, non c'est pas vrai, Roma sur ses épaules et va essayer de l'éliminer, mais Roma s'est échappé et Simba est parti à peu près après 2 minutes d'action dans le match, il est déjà éliminé du Rumble. Ben, d'après moi, c'est que Scar il a dit pars et ne reviens jamais. Ouais, c'est ça. T'as fait de le faire quand j'ai dit Nala, mais tu fais la même affaire 2 secondes après. Et je te dis. Pour une grosse surprise, numéro 9, et Jake the Snake Roberts. Il va juste après Rick Martel, qui va être son adversaire dans un combat de blindfold. Ouais. Un combat les yeux bandés. Et la foule voulait le déléter. Et Jake a frappé la corde à linge de bras court gauche. Martel a quitté le ring en passant par les cordes d'en bas. Donc, il n'est pas éliminé, évidemment, parce que c'est par-dessus la troisième corde et sur les 2 pieds touche à terre, évidemment. Et Jake l'a poursuivi. Et le 10e lutteur est Hercule, le partenaire de Romo dans la puissance et gloire. Il y a un total de 8 gars dans le match en ce moment, qu'on est rendu au tiers du match après le 10e participant. Et oh, yes, sir! Le numéro 11, Tito Santana. Allez, va! Pendant qu'il arrivait, Romo a chargé Jake, qui l'a esquivé. Et Romo a été par-dessus la troisième corde pour être éliminé du Rumble. Notre ami Santana était sur le point d'éliminer Martel, mais Valentine a essayé de se débarrasser de Tito, mais Brett l'a sauvé. Alors que le numéro 12, accompagné de Brother Love, et l'Undertaker. Oh yes. Et étranglement sur Brett, et Undertaker l'a éliminé. Ça a l'air douloureux pour vrai comme spot. Là. Il l'a comme pogné par la gorge puis il l'a balancé en bas du ring. C'était cool, par exemple. Petit crise de spot pour vrai. Ouais. Et Taker n'a pas rien vendu des coups de la tornade du Texas pendant que le numéro 13, Jimmy Superfly Snuka, arrive. Wow. Il ressemble à un des méchants dans mon fantôme de l'amour. Oh shit, ça me dit rien. Ça me dit fuck all. Ben, je connais le film, mais c'est. Attends, ça me dit rien. allez voir. Tu vas retrouver, bon, parfait. Mais non, n'en fais pas ça parce qu'il y a des gars du Rumble, tu ne mettras pas pendant ce temps-là. Mais non, je fais les deux en même temps. T'es multifonction, toi? Oui? Ouais, quand même. OK. Taker a éliminé Butch Miller des Bushwhackers aussi par la suite. Tout le monde a frappé Taker à tour de rôle, mais il n'est pas tombé en bas. Il n'est pas tombé à terre. Et au 14e rang, c'est le Davey Boy Smith, le British Bulldog. Puis mes participants du Rumble vont vite là, parce qu'il n'y a pas grand-chose à part des coups de poing, des coups de pied et des chokes oui, qui c'est se passent. normal. C'est correct aussi. Oh ouais, je comprends. Mais à un moment donné, faites d'autres choses. Là. Je comprends que dans un match d'une heure, ça devient redondant assez vite. Là. Je comprends, mais en même temps. T'es quand même en 91, là, faut pas. Oui, je comprends, mais. Score. Non, Scar il est arrivé tantôt, il dit à l'autre de partir et de ne plus jamais revenir. Au numéro 15, on a Smash Demolition et d'un autre membre, un autre gars qu'on va rencontrer évidemment à Elise Wrestling Con bientôt.
Ben, bientôt, dans une couple de mois. Et Martel escaladait le tablier du ring et éliminer Jake en crosseur. Et puis, comme j'ai dit plus tôt, ils vont s'affronter à WrestleMania 7, évidemment. Oh, what a rush! Ou bien, si vous avez vu, well, c'est Hawk de Legion of Doom, numéro 16. Il va tout droit sur l'homme d'outre-tombe. Il n'y a pas d'élimination jusqu'au numéro 17, qui est Shane Douglas, un tout jeune Shane Douglas. La franchise! De quoi? Yes, tu l'aimes même pas. Ben oui, je l'aime, Shane Douglas. Ah, c'est qui est menteur. C'est la franchise, Shane Douglas, voyons donc. T'es menteur. Tu l'aimes pas pantoute. Tu dis à tous les fois qu'on l'a, je l'aime pas, je l'ai. Eh non, c'est un des meilleurs heels de la business, arrête. C'est qui est menteur, man. Il écoute pas le podcast, tu peux arrêter de faire semblant. Là. Qui ça, Shane Douglas? Oui. Que je t'avais dîné avec l'autre jour. Bon, arrête de compter les menteries, il va te avoir ça dîner. Oui, après Shane Douglas, son arrivée, Taker a éliminé Tornado et Hawk, qui a éliminé Snuka. Et Taker est rendu avec 3 éliminations. Et pour le numéro 18, on n'a personne qui fait son entrée. Ouais. Ben oui, on se demande bien c'est qui. Il y a personne qui arrive. Puis évidemment, l'histoire était que depuis que Warrior, que Savage a coûté à Warrior le combat de championnat tantôt dans la soirée, il devait quitter l'aréna pour lui échapper. C'est pourquoi il n'a pas participé au Rumble match. Puis évidemment, quand le numéro 30 arrive, là, ils se rendent compte c'est qui n'était pas dans le match. Fait qu'ils ils vont dire au monde à la télévision. Mais c'est ça. Fait que c'est Macho Man qui est pas arrivé. Macho King. Et ouais, puis après ça, on a le numéro 19, on a Animal de LOD. Puis lui, puis Hawk ont éliminé Taker avec une double line sur un énorme pop. Ouais. Et après ça, on a Hawk qui est éliminé ensuite par une attaque d'Hercule et de Martel en même temps. Et c'est Crush Demolition au numéro 20. On a 9 gars dans le match. Puis il n'y a pas grand star power, malheureusement, dans le combat, à part LOD, mettons. Là. Il ne reste plus que 10 participants. Le dernier, le numéro 21, et Axa Jim Duggan sur les hauts de la foule. Et Duggan frappe tout le monde dans le match, mais aucune élimination. Et après ça, voici un gros, de toutes les façons, un favori du Rumble, numéro 22, Earthquake. Il a tremblement de terre, s'est attaqué à Animal, l'a fait sortir du combat. Et après ça, Quake s'en est pris à Axa par la suite. Et personne d'autre a éliminé. Et un autre favori, au numéro 23, back-à-back, Monsieur Perfect. Qui était dirigé au ring vers le ring par Bobby de Brain Heenan, évidemment. Et Perfect, évidemment, un des plus gars, des plus smart du match, parce que évidemment, tout le monde arrive dans le Rumble, il court comme des défensifs pour arriver dans le ring. Monsieur Perfect, lui, il prend son temps, il marche, il prend son temps, il regarde la foule, il écœure la foule, il parle à Bobby, il lance sa serviette. Vraiment intelligent. Ouais. Et après ça, le premier bump de Perfect, qui est un flip dans le coin, un autre bump classique de Monsieur Perfect. Enfin, quelque chose à se mettre sous la dent pour nouveau move. Là. Enfin, un gars qui fait des spots. Ben, il y avait Brett, mais à part ça, c'est limité. Après ça, ils font le contrôle de leur, dans le fond, de Valentine qui est dans le Rumble depuis 43 minutes, tandis que Martin lui est rendu à 40. Et là, attention, là, messieurs, numéro 24, pour le plus gros pop de la foule, pas le plus gros pop de la soirée, bien sûr, numéro 24, Hulk Hogan. Il est allé directement sur Smash, le projetant hors du ring pour l'éliminer du Rumble. Et après ça, Hogan a fait des 10 coups de poing sur Earthquake dans le coin. Et après ça, Earthquake l'a écrasé dans le coin après en retour. La caméra n'a même pas montré personne d'autre pendant que Hogan, pendant qu'il est dans le match. Là. Il est gentil. D'habitude, il monte un wide shot ou quelque chose, mais ils ont montré Hogan tout le long, il le suivait. Pour montrer, on montre c'est vraiment qui la star du match. Exact. Et le numéro 25 est Aku, sans aucune réaction. Puis je garde qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas de réaction, puis Aku irait voir dans le full, je pense qu'elle l'applaudirait, je pense. Oh, c'est bon, c'est bon! C'est que tu passes après Hogan, si toute l'énergie de la foule est passée sur Hogan. Fait que... Ouais. Et après l'entrée du numéro 25, Aku. Mais bien sûr, Valentine est éliminé par Hogan pour arrêter sa séquence à 45 minutes. Donc, pas à rougir. Une belle performance du Hammer. Ouais. Earthquake, quand tu as essayé d'éliminer le Bulldog, mais ça a échoué pendant que des Boy Smith n'est bon dans les câbles. Et 5 derniers participants ont commencé avec le numéro 26, Jim The Anvil Neidhart. Il s'est frappé Earthquake à plusieurs reprises, mais il ne l'a pas vendu. Puis il a projeté Tito hors du ring. Après ça, on a un spot que vous vous souvenez peut-être, le monde qui est le old school du Rumble. Numéro 27, c'est Bushwhacker Luke qui arrive dans le ring. Et évidemment, il fait sa petite marche. Pour ceux qui rentrent dans le ring en faisant une petite marche, Earthquake l'élimine. En même pas, ça a été le record pendant. Mais pas
C'était le record ou c'est Warlord l'avait battu avant, je pense? Ouais, Warlord Non, l'avait battu. ben, hein? Non, ça a été War- le record. Il me semble que Warlord l'avait battu avant, l'année d'avant, en 90. Il me semble que c'était le record jusqu'à ce que Santino se fasse éliminer, non? Pas mal sûr que c'était Warlord le record. Ah ouais. Ouais, parce que ça a duré 3-4 secondes, Bushwhacker Butch. Là. L'autre, c'est arrivé, puis c'était bang bang, le Warlord. Là. C'était une colonne en dessous qui est rentrée dans le ring. Je pense que c'est arrivé à Faudrait vérifier, mais. l'année d'avant, je pense, en 90. OK. Fait que ça, le spot que, ben, comme j'ai dit, le spot, vous l'avez tous déjà vu au moins une fois si vous êtes des fans de Ouais. Rumble. Là. C'est clair. Un spot classique. Après ça, numéro 28, c'est Nasty Boy Knobs, Brian Knobs, au numéro 28. Et Martel continue de tenir bon, malgré tout. Et Knobs a éliminé Hercule avec un backdrop. Après ça, le Seigneur de la guerre, le Warlord, est au numéro 29. Pendant qu'Hogan a éliminé Crush, qui a subi une vilaine chute en bas du ring. Après ça, Hogan continue ses éliminations. Il a sorti le Warlord avec une corde à linge. Pas la même corde à linge que j'ai parlé il y a 2 secondes d'un autre. Non. C'est dans ce match-là qu'il a fait l'élimination d'abord? Non, je pense pas. En tout cas. Non, mais je pense pas pour vrai. Honnêtement, je pense que. Moi, je pense encore que c'est Bushwalker. Là. C'est tellement niaiseux. C'est dans mon texte tout après. Ah, mais je m'en rage. Quand je lis le texte, je n'oublie pas les lignes qu'il y a après. Okay. Là. C'est quoi, vas-y donc, ouais? Ben, ça me rappelle quelques années plus tôt, en 89, quand Hogan l'avait éliminé en 2 secondes avec le close line. Fait que tu vois, j'avais marqué dans mon texte. Bon, Faut être patient des fois dans la vie. Hein. Oui. Et pour le fameux numéro 30, c'est Tugboat. Puis là, les annonceurs ont réalisé ce qui est arrivé avec Match 1 numéro 18, puis qu'il est parti à cause que Warrior il voulait péter à la gueule. Fait que c'est ça. Comme je disais tantôt. Il nous reste 9 gars et plus aucun participant dans le match. Shane Douglas a été d'ailleurs éliminé par Brian Knobs. Les commentateurs l'ont mis over, mais ce qui est pas les grands espoirs sur lui. Puis évidemment, c'est pas arrivé. Apparemment, il a quitté la WF pas longtemps après le Rumble pour rejoindre son père qui était malade pour s'occuper de lui. Puis évidemment, il est revenu en 95 en tant que Dean Douglas dans un stint qui n'a pas été super bien pour lui, malheureusement. C'est ça qui arrive quand t'es pas un chum avec les nez bruns. Après ça, on a le Hulkster qui fait un spot de quasi-élimination. Et c'est Tugboat qui essaie de le faire, mais Hogan a lancé de l'autre côté du ring pour l'éliminer, son grand chum. Et M. Perfect a aussi été éliminé. Et Martel a sorti l'enclume Jim the Anvil du ring. Fait que Bulldog a sorti à Cook un backdrop. Fait qu'il nous reste 5 lutteurs. Martel a slamé le Bulldog puis monte au top rope. Malheureusement pour lui, Bulldog a fait tomber l'entrejambe première sur le coin. Il a sorti avec une corde à linge pour mettre fin à son style dans le Rumble de 53 minutes, ce qui était le nouveau record à l'époque. Belle performance de Rick Martel. Record qui a été battu en 93 par qui? 93. C'était pas Shawn Michaels, hein, 93. T'as un peu. 93? Il avait duré 1 heure, je pense. Là. Ah, Luger? Non, c'était Bob Backlund. Il faisait son retour. Ouais. OK. Ouais. Ben voilà, on a le Final Four maintenant, qui est le Bulldog, Brian Knobs, Earthquake et Hogan. Et Earthquake et Knobs unissent leurs efforts pour éliminer Davey Boy Smith pour rester dans les 3 derniers contre le Hulkster qui est dans le pétrin un petit peu. Et Knobs travaille avec Quake pour faire un splash sur Hogan. Et la foule est silencieuse pour ça, comme si c'était genre, oh my god, il est dans marde notre Hulkster. Et les Heels ont célébré. Mais Hogan s'est relevé. Grosse botte à Knobs qui est out du match. Et ça reste Hogan contre Earthquake qui donne des coups de poing à ce dernier. Puis la botte l'étourdit et Hogan la frappe. Après ça, Hogan a cogné aussi Jimmy Hart sur l'apron. Et Hogan tente un body slam, mais Earthquake tombe sur lui. Et après ça, on a une descente du coude. Et Gorilla parle comme si Hogan était fini pendant que Quake faisait un autre elbow drop. Et Earthquake continue son assaut avec un power slam. Et après ça, Hogan vient faire sa routine habituelle avec pointant le doigt au visage. 3 coups de poing, une grosse botte et un body slam. Au lieu de faire un neck drop pour finir le match par un match normal, comme il y a un singles match, ben, il fait un cornage dans le dos. Et Earthquake sort du ring pour être éliminé. Et Hulk Hogan est le grand gagnant du Royal Rumble 1991. Pour la 2e année consécutive. Ouais. Une fois le match terminé, Hogan a repris sa routine de pause plastique
Au grand plaisir de la pause, parce qu'évidemment, en même temps, tout le monde, Hogan must Must pose. pause. Et Hogan a reçu des pancartes pro-américaines de la part des fans dans la foule et les a soutenus dans le ring. Et le commentateur a expliqué que l'Amérique ne pourra jamais être battue alors qu'Hogan brandissait le drapeau américain sur le ring. Et c'est comme ça que se termine le Royal Rumble, édition 91. Pas grand suspense, mettons, hein? Non, ben là, en même temps, peut-être à l'époque, on aurait peut-être eu un peu plus, peut-être, non? Il y a qui pouvait le battre pour vrai? Ben, peut-être Personne. Macho King aurait peut-être pu gagner. Oui, mais à part si là, quand tu sais qu'il n'est pas là après, quand tu sais que Macho King n'est pas là, c'est sûr qu'il se Ah, il passe y pas de a mania. les deux seuls à part ça, c'est les deux derniers, là. Peut-être Taker, peut-être. Ouais, à 91, je pense pas. Ben, il a gagné, il y avait un gros push Taker au début, là. En tout Oui, je comprends. cas, ouais. Ouais. Mais sinon, un Rumble sans plus, mais manquait un peu de moments marquants, là. Loin d'être la pire édition, par exemple, au moins, c'est au minimum, Ouais, là. ouais. Puis je donne au Rumble 2,5 sur 5. De la même chose que toi. OK. Ouais. Ouais, je trouve que c'est fair, je trouve. Correct. Ça, Ouais. il y a des lutteurs le fun à voir. Belle performance de Martel, ça c'est cool. Brett au début avec Bravo, c'est nice aussi. Hogan, le pop quand il rentre, ça met du vivant. Perfect aussi. Fait que, il y a quand même quelques. C'est pas des gros moments, mais c'est des bons moments pour l'époque. Ouais, ça se regarde bien aussi. Ah ouais. Fait que, ouais. Et Hogan va bien sûr gagner la ceinture aux mains de Slaughter à WrestleMania 7. Et pour Earthquake, c'est pas mal la fin de son Monster Push en solo, là. Il va faire équipe avec Tugbolt, qui va changer de nom pour Typhoon très bientôt pour être Natural Disasters. Alors voilà, avant de finir le podcast, il faut vous dire les matchs of the night, le pire match et la note du show. Es-tu prête? Vas-y, je te laisse commencer. On commence toujours par le match of the night, hein? Oui. Je te la demande à chaque fois, hein? Ouais, à chaque fois, tu me le demandes. Le match of the night, c'est le match Rockers contre Orient Express. Là. Ça, En c'est effet, ouais. sans aucun doute. Là. Ouais. Toi aussi? Ouais. Pire match, c'est Monty contre Coco. À moins que Ouais. tu mettes Barbarian, toi, ou peut-être Dusty. Ouais, j'avoue que tu avais donné une mauvaise note à Dusty, je pense. C'est ça, non? Ouais, moi, c'est Virgil puis Ted contre Dusty puis Dustin Rhodes. OK. La note du show. Je vais y aller. Je vais donner à Royal Rumble 91 une note de 7/10. J'ai donné la note Rumble 91. Ah, j'étais un petit peu plus généreux que toi. J'ai donné Ah ouais? 7,5. Ah, OK. Bah, c'est correct. C'est dans le même Ouais, ballpark, là. Ouais. ouais, j'avais aimé ça. Quand même, Ouais. hein, pour un. Ouais. Fait que voilà. Puis évidemment, ben, si vous êtes des fans de vieille lutte, c'est un incontournable. Allez le Ouais. regarder comme tous les Rumbles, je vous dirais, de l'époque, là. Fait que, why Exact. not? Sur Netflix, n'oubliez pas. Donc, Royal Rumble 91. Dans le Ah ouais, en rétroviseur! arrière. Ah Ah ouais, en ouais, arrière, là. il commence à avoir pas beaucoup de place en arrière de moi. Là. Il y en a beaucoup dans le rétroviseur. Là. Ouais, il y en a pas mal. Ouais. Plus de 300. Ouais. Fait qu'évidemment, manquez pas la semaine prochaine, mais bon, on va faire travail à la table qui s'en vient. Ouais, mardi, live sur Facebook, YouTube, Twitch, les entrevues avec les artisans québécois, la lutte moderne, tout ce qui se passe à AEW, WWE, TNA, dans le monde de la lutte, les nouvelles, des quiz entre deux collections, nos bébelles, puis plein d'autres choses qui peuvent arriver parce que c'est un open world à travers la table. Exactement. Et Royal Rumble 95 la semaine prochaine, évidemment, notre dernier Rumble review avant de l'année 2025 et de cette année, avant le vrai Royal Rumble. Et évidemment, il va y avoir la victoire de Shawn Michaels avec Pamela Anderson, entre autres, Diesel contre Bret Hart aussi. Oui. Donc, on n'a pas manqué. Un des meilleurs combats de Diesel, en fait. Ouais. Et tu ferais pas la surprise? Non. As-tu vu, en plus, Et j'ai fait un beau ménage dans le. t'as enlevé les affaires, c'est bon. Tout un après l'autre. Hein. Ouais, c'est cool. Merci. Après de longs et intenses pour parler, je vous annonce que pour le Rumble 95, vous allez avoir le retour Ah ouais, pour d'Alfredo! vrai? Ouais, j'ai demandé, puis ça y tente. Fait qu'on Quand? va y va être là. Ben, la semaine prochaine. Comme Ah, d'habitude, c'est ça ta vendredi. surprise? Ouais, c'était ma surprise. C'est pas super. Correct, là. Tantôt, qu'est-ce que tu vas dire? Il écoute le podcast. J'y parle à tous les jours, je suis content. Non, Ben c'est pas vrai, oui. je parle pas à tous les jours. Ça faisait longtemps que je n'ai pas parlé, mais Ouais. en plus, ouais, c'est ça. On est dû pour hang out. On est dû pour se prendre une petite rince, moi et Alfredo.
Aussi, ça te Au tente. podcast. Ouais, fait que Rumble 95 avec Sean, il va capoter. Ouais, ben c'est sûr. Au départ, je voulais faire celle-là, mais quand j'ai vu l'invitation, c'était à soir. Je l'ai fait aujourd'hui l'invitation, fait que je me suis dit, ça va être trop tard. Là. Parce qu'à la base, c'est celle-là que je voulais qu'il fasse, mais on va faire 95 à la place. Fait que l'année prochaine au podcast avec Alfredo, on va faire Ouais, ça. mais là, c'est quand la semaine prochaine? Là? On va le taper vendredi. M'as-tu demandé si j'étais disponible vendredi? Ouais, là, tu es souvent tout le temps disponible vendredi, toi. C'est la semaine prochaine, on est quoi? Bon, on va faire qu'Alfredo tout seul, t'es pas disponible. Non, Ok, parfait. mais non, Ne me dérange pas. on fera pas ça. Mais non, à moins que tu peux vraiment pas, sinon on le fera pas. Là. Ok, de toute façon, on parlera pas de ça ici. Là. Ben, c'est toi qui as commencé à te parler de ça. Moi, j'ai rien dit. Là. Bon, on peut aller se coucher, là, il est tard. Là. On peut bien se coucher. Fait que Marco, un mot à dire sur Rumble 91 avant de quitter le podcast? Non. Mais en fait, oui. Oui. C'était le Rumble avant 92. C'est ça mon mot. Puis après 90, j'imagine, ça se peut-tu? Ben, après, 2 ans après 89. OK. Juste pour faire différent de ce que tu viens de dire. OK. C'est pas le premier Sinon, Rumble de l'histoire, par exemple, c'est le quatrième, là, c'est ça. Ouais, sinon, je vous le conseille parce que tout ce qui est rétro, c'est des bijoux à regarder. Al dente. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci Marco. Merci. Merci. On se voit la semaine prochaine pour voir 95, puis évidemment aussi à travers la table ce mardi. Mais surtout, mesdames et messieurs, n'oubliez pas la maison. Important. Allez, bah!